Donc, bienvenue à cette session sur l'écosystème des modules Puppet. Alors, je l'ai appelé le bazar des modules Puppet pour les deux sens que ça recouvre. Le premier, c'est le sens du célèbre article de Eric Raymond sur la cathédrale et le bazar. Là, on est vraiment plutôt du côté du bazar. Et aussi le sens premier qui est, c'est vraiment le bazar, cet écosystème. Alors, je m'appelle Sylvain Verrier, j'ai travaillé pendant près de 10 ans chez Key Consulting, c'est une SS2I, quasiment que sur la plateforme Java. Et pendant les dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec Puppet pour faire toutes sortes d'installations. Depuis quelques mois, je travaille chez Transparency Risk Management, qui est un tiers de confiance orienté Big Data. Alors c'est marrant parce que on a passé votre matinée à vous expliquer que y a des dangers autour de la donnée, des choses comme ça. Donc le business de mon entreprise, c'est justement de ajouter de la transparence et de la confiance là-dedans. Et on fait les choses avec Scala, Scalding, Hadoop, Thèse maintenant. Et qui dit Big Data dit cluster, et pour ça on n'utilise plus Puppet mais Ansible. Je ne vais pas parler d'Ansible là, mais quasiment tout ce que je vais dire sur Puppet peut s'appliquer aussi à Ansible. Alors je vais faire un rappel très très rapide sur ce que c'est que Puppet. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas du tout ce que c'est que Puppet et comment ça marche? Non? Bon très bien. Donc je vais faire un rappel assez rapide, et surtout je vais vous parler de tous les pièges dans lesquels je suis tombé lorsque j'ai commencé à faire du Puppet en tant que développeur Java, et je vais en tirer 4 conseils que je vous conseille de suivre. Alors, Puppet, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de remplacer le manuel d'installation avec des erreurs dedans, exécuté par un humain faillible et lent, par, on est des informaticiens, donc un robot automatique qui va faire des installations automatiques, répétables, fiables, testées, etc. Comment ça se passe? On va utiliser. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. La première, c'est d'utiliser du Ruby. Donc, Puppet est fondé sur Ruby, donc logiquement, on peut écrire des choses en Ruby directement. Mais d'une manière générale, on va préférer utiliser un DSL qui est fourni par Puppet, qui est fondé sur Ruby, et qui permet d'écrire un certain nombre de choses pour dire ce qu'on veut voir exécuter sur le système cible. Donc ils organisent ça dans ce qu'ils appellent des classes. Alors c'est très lointainement relié au modèle objet, mais bon, ça s'appelle des classes quand même dans Puppet. Et ces classes, on va les regrouper dans des modules réutilisables par sujet. Typiquement, vous voulez installer Apache, et bien tout ce qui concerne Apache va se retrouver dans un module Apache. Alors ça c'est le seul bout de code que je vous montrerai parce que c'est pas forcément le sujet de la présentation. Pour ceux qui n'ont jamais vu, donc ça c'est le DSL Puppet qui est. Alors il y a une particularité, c'est qu'il est déclaratif. C'est-à-dire que vous déclarez l'état cible du système que vous voulez atteindre, et Puppet va faire en sorte de l'atteindre. Donc typiquement ici, on veut que le package NTP soit installé, on veut que le démon NTP soit démarré, et on déclare des dépendances entre eux. Et c'est le travail de Puppet de faire en sorte que la machine cible atteigne cet état cible. Ce qui nous intéresse plus dans cette présentation, c'est l'arborescence. C'est-à-dire que Puppet fonctionne sur un système d'arborescence, c'est une convention, c'est-à-dire qu'on va toujours retrouver les mêmes répertoires. La première chose, c'est que quasiment toujours, on va avoir un répertoire métadonnées Git, parce que les gens de Puppet Labs recommandent fortement et très fortement d'utiliser Git pour utiliser Puppet, même si vous utilisez un autre système de gestion par ailleurs. Et on verra par la suite que c'est quasiment obligatoire d'utiliser Git. On va avoir un répertoire manifeste, on va retrouver notre DSL sous la forme de fichier .pp. Donc c'est là-dedans qu'on va dire pour chaque machine, on veut que telle chose ou telle chose soit installée. Alors là-dedans, on va mettre le minimum de choses parce que on va vouloir que les choses utiles se retrouvent dans les modules réutilisables. Donc on a un répertoire modules dans lequel on va retrouver un répertoire par module, quelque chose de très simple. Dans chaque module, on va aussi avoir une arborescence standard normalisée qui nous permet de définir des choses. On va avoir notre DSL, potentiellement du Ruby, des choses comme ça. Voilà ce qu'on voit là. Alors, comment ça se passe quand on découvre Puppet pour la première fois? En général, vous êtes un développeur Java, vous voulez installer Tomcat par exemple, et vous savez que pour installer Tomcat, de quoi vous avez besoin pour votre projet? C'est des choses très simples. Vous voulez installer Tomcat, donc vous faites, si vous êtes sous Debian, apt-get install Tomcat, et vous voulez vaguement modifier le fichier serveur.xml pour faire un peu de tweaking, mais pas grand-chose. Et donc vous découvrez Puppet et vous vous dites, c'est facile ça, c'est génial Puppet, je vais faire ça en 10 lignes et ce sera plié. Donc jusque-là, tout est magnifique, ça marche, c'est génial, etc. Ce qui se passe en fait, c'est que dans un vrai projet, l'enrichissement de ce que vous faites avec Tomcat par exemple, va se faire au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que dans un projet d'1 an, 2-3 fois par mois, vous allez dire j'ai besoin de telle option dans Tomcat, j'ai besoin de déployer des wars, j'ai besoin de maintenant toucher au fichier web.xml, au Tomcat Properties, et ainsi de suite.
et vous allez enrichir votre module. Et au fur et à mesure que vous l'enrichissez, vous allez le refactorer, vous allez ajouter potentiellement des tests, vous allez faire un truc réutilisable, paramétrable, et ainsi de suite. Et au bout d'1 an de projet, vous avez un magnifique module que vous avez fait vous-même, vous êtes très fier, qui est paramétrable, générique, testé, et que potentiellement vous pouvez partager avec d'autres gens. Et là, vous venez de réinventer la roue. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que en Java, vous avez peut-être l'habitude du fait que, bah oui, on utilise des bibliothèques, on utilise des frameworks, etc. Et on sait ne pas réinventer la roue. Mais dans Puppet, le piège est beaucoup plus grand. Croyez-en mon expérience, lorsque vous, au bout de quelques mois ou quelques années de projet, vous vous rendez compte que petit à petit, vous avez réinventé la roue, bah, vous devez du coup migrer vers une solution plus standard. Et à ce moment-là, ça coûte très cher. Donc, mon conseil numéro 1, toujours utiliser les modules de la communauté, même si votre instinct au début vous dit c'est overkill, ne vous dites pas ça. Parce que le piège est gigantesque, vous ne le voyez pas, il arrive beaucoup plus tôt que dans des projets Java. Alors, une fois que vous vous êtes dit, je vais utiliser un module de la communauté, comment vous allez l'évaluer? Alors, les critères sont assez classiques. Le premier, c'est qui a fait le module. Ce qu'il faut savoir, c'est que Puppet Labs fabrique des modules, et d'une manière générale, ces modules sont très bien faits, donc quasiment les yeux fermés, lorsque le module pour un outil que vous voulez installer ou configurer existe dans Puppet, par Puppet Labs, vous pouvez l'utiliser quasiment les yeux fermés. Et puis un certain nombre de mainteneurs, de gens qui font des modules, que vous allez retrouver souvent, et que vous pouvez quasiment aussi utiliser les yeux fermés. Et après, c'est des critères assez classiques. L'activité sur le projet. Si sur GitHub, vous vous rendez compte que ce projet a un seul commit il y a 2 ans et que ça n'a pas bougé depuis, c'est quelqu'un de sympa qui a mis son module sur GitHub, mais il n'y a aucune activité, donc c'est assez mauvais signe. L'existence de tests. Alors, l'existence de tests dans les modules Puppet, c'est bon signe, c'est-à-dire que c'est un bon module qui a bien été testé, qui a bien été fait. Par contre, l'inverse n'est pas toujours vrai. Le test n'est pas ultra répandu dans Puppet. Donc, il existe des modules qui sont très bien faits et qui n'ont pas de tests ou peu de tests ou des tests pauvres. Voilà, donc c'est un critère pour choisir un module, mais c'est pas forcément un critère pour en éliminer. Et puis après, des critères classiques comme le nombre de bugs, le nombre de pull requests, et puis aussi est-ce que le mainteneur commente les bugs, les corrige, les accepte, les pull requests, ou fait des commentaires dessus, etc. Alors, une fois que vous avez choisi votre module, vous voulez l'installer. Alors pour ça, Puppet nous fournit une sous-commande qui s'appelle Puppet Module. Donc c'est assez simple, vous tapez Puppet Module install, le nom du module, de façon optionnelle une version, et tout seul, Puppet va le télécharger sur la forge Puppet, qui est fournie par Puppet Labs, le dézipper, installer les dépendances qui vont bien avec à partir d'un fichier de métadonnées, et tout est magnifique. Et c'est là qu'est le piège. Alors, comme je l'ai dit, le avantage de Puppet Module, c'est qu'il gère les dépendances. Donc voilà, vous avez automatiquement vous installez les dépendances, potentiellement résoudre des dépendances s'il y a plusieurs modules qui plantent du même, etc. Alors, j'ai parlé de le avantage, maintenant parlons de les inconvénients. Le premier, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, Puppet Module, c'est une sorte de copier-coller bien emballé. En fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il télécharge un zip, il le dézip, il le balance dans un répertoire, et puis c'est fini. Vous avez des nouveaux fichiers à commiter, et c'est terminé. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous n'utilisiez pas des WebJar, ou si vous n'utilisez pas aujourd'hui des WebJar, quand vous téléchargez jQuery et puis vous le committiez en intégralité dans votre projet, un peu honteux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez maintenant un historique d'un module Puppet qui évolue de façon indépendante dans votre projet de celui du projet upstream du mainteneur. Une chose aussi, c'est que vous ne pouvez utiliser que les modules et les versions qui sont dans la forge. Et il y a beaucoup de modules qui ne sont pas dans la forge, et il y a beaucoup de modules qui n'ont pas une gestion de version très fine. La conséquence de tout ça, c'est que si jamais vous faites un patch sur le module que vous avez importé, eh bien vous êtes mort. C'est-à-dire que vous avez un historique qui est complètement disjoint de celui du mainteneur, et donc vous revenez à l'âge de pierre, c'est-à-dire que potentiellement tout ce que vous pouvez faire, c'est faire des patchs à la main avec la commande patch ou des choses comme ça. Et une particularité de Puppet, c'est que sur les modules de la communauté, on passe notre temps à faire des modifications dedans. Même si vous importez des modules, vous avez besoin de faire des modifications dedans. Alors pourquoi ? La première, c'est pour ajouter quelque chose de spécifique. On utilise des trop gros produits. Rien ne dit que dans JBoss, le module, même s'il est très bien fait, Puppet qui existe, gère le paramètre de JBoss qui vous intéresse. Donc, vous partez d'un existant qui est complet, d'un module JBoss, mais par contre, il vous manque ce paramètre et vous allez l'ajouter dans le module. Pour assurer de la compatibilité, les versions de Puppet augmentent, le DSL aussi, les dépendances aussi augmentent. Potentiellement, vous utilisez une dépendance qui n'est pas gérée par le module, ainsi de suite. Pour corriger un bug,
il y a des bugs dans les modules, ça dépend de la qualité du module. Si vous avez choisi un module dont vous savez qu'il n'est pas très très bonne qualité, mais c'est déjà une bonne base de départ, vous voulez pouvoir corriger des bugs. Alors la conséquence, on l'observe sur la communauté, c'est que par exemple, si on prend ici le module Apache fourni par Puppet Labs, il y a 600 forks. Pour vous donner une idée, le nombre de forks sur le langage Groovy, c'est 300. C'est-à-dire que juste pour le module Puppet pour Apache, bon, qui a un module complet, mais qui n'a pas non plus une base de code gigantesque, il y a 600 personnes qui se sont dit « j'ai besoin de forker ce truc ». Donc c'est énorme. Et vous arrivez à des situations un peu embêtantes, c'est-à-dire que les gens font des forks et vous vous retrouvez à avoir besoin de la fonctionnalité ajoutée par la personne qui a fait le fork, mais vous avez aussi besoin d'une deuxième fonctionnalité par une deuxième personne qui a fait un autre fork. Et là, vous avez deux éléments, deux projets disjoints qui ont chacun une branche dans l'historique. Et en plus, vous, avec Puppet Module, vous avez tout écrasé les versions pour faire un gros commit au début. Donc ça devient infernal. Donc ma recommandation, c'est ne pas utiliser Puppet Module. C'est quasiment inutilisable sur un projet de grande envergure. C'est utiliser une sous-commande Git, et du coup on en vient au fait qu'il faut utiliser Git, qui s'appelle Git submodule. Donc ça marche sur le même principe que Puppet Module, c'est-à-dire que... Ouais. Donc c'est le même principe, Git submodule, vous lui passez une URL, cette fois-ci c'est l'URL d'un repository Git, typiquement sur GitHub, parce que quasiment tous les modules Puppet sont sous GitHub, et le répertoire dans lequel vous voulez récupérer ce projet. Donc typiquement dans modules/Apache, parce que c'est le projet Apache, le module Apache, pardon. La conséquence, c'est que ce que va vous faire Git submodule, c'est qu'il va vous créer un repository Git autonome, donc qui conserve l'historique précédent, c'est un clone en fait, dans un autre repository. Donc le repository englobant va se contenter d'avoir une référence, un pointeur vers ce repository et sur une version précise. Donc vous avez les deux qui travaillent de façon autonome. Alors qu'est-ce que ça nous apporte? D'abord, vous avez une gestion des dépendances qui est gérée explicitement, c'est-à-dire que comme vous utilisez des Git submodules, vous disiez voilà, ça c'est un truc externe, c'est un truc que j'importe, que quelqu'un d'autre me fournit. Vous pouvez basculer d'un remote Git à un autre. Vous voulez passer de l'original upstream à un fork que quelqu'un d'autre a fait ou que vous avez fait, vous pouvez le faire. On pointe sur un commit précis. Le repository englobant pointe sur un commit précis. Donc du coup, vous profitez de la sûreté cryptographique fournie par Git. Vous avez un SHA-1 qui vous dit la version que vous avez. Donc même si quelqu'un trifouille dans le projet Git que vous récupérez, vous avez une sûreté cryptographique. Et puis vous avez toute la richesse de Git. Vous pouvez faire des merges, des pulls, des push, des cherry pick, des rebase, tout ce que vous avez. Vous pouvez toujours travailler dans l'historique par rapport à celui du mainteneur. Et du coup, patcher devient propre. Vous pouvez faire des patchs en sachant que plus tard, vous pourrez mettre à jour, faire des merges, etc. Alors il y a quand même quelques désavantages. Le premier, c'est que du coup, vous n'avez plus la gestion des dépendances automatiques. Alors ça, c'est pas forcément grave parce que dans Puppet, les modules, en général, ils ont une, deux ou trois dépendances. C'est pas comme dans Java où vous avez des 300 dépendances Maven parfois, où c'est pas possible de le gérer à la main. Là, ça se gère très très bien à la main. Une autre chose, c'est que, alors qui peut être plus embêtante, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un checkout, parce que vous allez vouloir déployer sur un Puppet Master et donc faire un checkout, ou alors un Git Deliver, ce genre de choses, vous allez devoir il va recloner à chaque fois les remotes en question des Git submodules. Donc ça peut être gênant si jamais vous avez des problèmes de réseau, par exemple. Donc ça en général, on règle avec des miroirs. Vous allez avoir un repo Git local qui va être plus rapide à cloner. Et puis, une autre chose, c'est que ça oblige parfois, lorsqu'on change de remote typiquement, à utiliser l'horrible commande git submodule sync, qui est assez mal faite. Donc là, il y a des dragons qui se cachent. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas le sujet, mais il faut juste savoir que voilà, faut faire attention avec ce truc. Donc conseil numéro 2, gérer les modules tiers avec Git submodule. Je dis bien les modules tiers parce que il y a un certain nombre de gens qui utilisent cette technique pour gérer les modules Puppet et qui ont dit que c'était infernal. En fait, quand on creuse, c'est parce qu'en fait, ils gèrent tous leurs modules avec Git submodule, y compris ceux qu'ils gèrent par leur propre équipe. Et en fait, ça perd son sens parce qu'on n'a plus aucun intérêt et ça devient infernal de gérer tout ça parce que vous avez plein de repos partout à synchroniser, c'est très compliqué. Donc, absolument, gérez vos modules avec Git submodule, mais uniquement les modules tiers fournis par des personnes externes. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est faire des mises à jour, parce que dans Git, c'est juste faire un fetch et un checkout. Alors ça c'est mon opinion personnelle, c'est que ce que vous devez faire souvent, parce que les versions de Puppet augmentent, les modules sont très souvent mis à jour,
et il y a tout le temps de nouveaux modules qui sortent. Donc mettez souvent à jour vos modules tiers. Ça c'est un conseil que je donne en général, c'est une opinion que j'ai, sur le fait que les dépendances sont faites pour être mises à jour régulièrement. En plus, vous gagnez en maintenabilité et ça vous oblige en plus à faire des tests. Et ça vous permet aussi de faire des pull requests, parce que vous faites des patchs sur des projets qui existent, vous pouvez faire des pull requests. Et ces pull requests, pourquoi les faire? La première, c'est que ça vous oblige à valider et peaufiner les patchs. Lorsque vous faites un patch pour votre propre utilité, vous faites les choses le mieux possible. Mais lorsque vous savez en plus qu'il y a un type qui va relire votre patch et le critiquer, forcément vous faites quelque chose de plus propre, plus beau et plus maintenable lorsque vous devez faire ça. Vous vous épargnez des merges dans le futur. Si votre pull request est intégré par le mainteneur du module, le code va directement être intégré. Donc si jamais vous faites des mises à jour, vous n'aurez plus besoin de faire des merges pour réintégrer vos modifications. Ça mange pas de pain, vous pouvez confier ça du coup au mainteneur du module, c'est lui qui va gérer votre code, toujours ça de gagner. Et bien sûr, vous augmentez votre karma, parce que la communauté vous offre des modules Puppet, vous rendez à la communauté ce qu'elle vous a donné en y contribuant. Voilà. Donc le conseil numéro 4, soyez de bons citoyens, vous n'avez que des choses à gagner. En conclusion, donc, beaucoup plus que les réflexes que vous avez dans Java, et là j'insiste dessus, croyez à mon expérience, le piège est énorme. Utilisez dès que vous pouvez des modules Puppet de la communauté. Gérez-les avec Git Module, ça vous évite des choses horribles après. Et du coup, vous serez en mesure de mettre ça à jour régulièrement et de contribuer en faisant des pull requests, et ainsi de suite. Voilà, j'ai juste un petit crédit image pour respecter les droits d'auteur, pour Parlaise. Et je crois que j'ai pas de temps pour des questions, mais on peut toujours. Merci.